Bienvenue sur Pogledi FR pour une nouvelle chronique iconoclaste de l'actualité des Balkans. Si vous souhaitez nous aider, abonnez-vous à notre chaîne, surtout cliquez sur la cloche de notification pour être averti en direct de la prochaine chronique. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo et faites-la connaître autour de vous. Pour ceux qui le peuvent, faites un don sur notre compte Tipeee, en échange d'exemplaires de nos livres que vous pouvez aussi commander dans toute bonne librairie ou sur notre site internet. Ça nous aidera beaucoup à continuer à produire du contenu inédit sur les Balkans. Alors il y a longtemps que je n'avais enregistré de chronique. Entre-temps, j'ai posté la version française de notre documentaire La Terreur rouge yougoslave, que j'espère vous avez apprécié, malgré l'atmosphère sombre et tragique qu'il dévoile. J'ai aussi été invité sur TV Liberté pour parler un peu d'actualité dans les Balkans, et j'ai traduit 2 articles qui ont été mis en ligne sur le site de Xavier Moreau, Stratpol. Pour ceux qui ne les ont pas vus passer, je mets les liens en description sous cette vidéo. Et évidemment, l'actualité n'a pas attendu que je puisse me concentrer sur cette nouvelle chronique. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par un événement qui a brièvement fait le tour de la presse internationale. Je veux parler de la tuerie de masse qui s'est produite dans une école élémentaire dans l'hypercentre de Belgrade. Ce genre de tragédie n'est à ma connaissance jamais arrivé en Serbie. Le surveillant et 8 enfants ont été tués par balle le 3 mai dernier, dans un acte de folie d'un élève de l'école âgé de 13 ans. Une dizaine d'autres ont été blessés, dont une prof. Une autre tuerie de masse a eu lieu dès le lendemain. Cette fois, c'est l'équipée macabre d'un jeune de 20 ans, originaire d'une petite ville à une trentaine de kilomètres au sud de Belgrade, Mladenovac, qui, d'après ses déclarations rapportées dans la presse, a vu rouge après avoir eu vent de rumeurs médisantes sur son compte et celui de sa famille, qui auraient été tenues par des gens d'un village non loin. Il a pris sa voiture, enfin la voiture de son père, une Kalachnikov, des revolvers, et s'est rendu dans ce village. Et d'après ses propres dires, pour faire peur, il a tiré depuis sa voiture sur un terrain de jeu au centre du village où se trouvaient des jeunes qu'il ne connaissait pas. En tuant 5 jeunes, dont un jeune policier qui n'était pas en service et sa sœur, et en blessant 6 autres, puis il s'est rendu dans le village suivant, où il a encore ouvert le feu sur d'autres jeunes et des vieux qui réparaient une clôture. Il a ensuite abandonné sa voiture, en a volé une autre sur place, pour se rendre jusqu'au péage de l'autoroute, où, sous menace d'une grenade, il s'est fait conduire par un taxi, dans lequel se trouvait une femme enceinte, vers un village en périphérie de Kragujevac, où il s'est caché pendant quelques heures et où toutes les patrouilles de police de la région ont été dirigées et l'ont finalement arrêté. Ça semble particulièrement erratique, sans la moindre logique. Voilà pour les versions officielles. Maintenant, il y a beaucoup de zones d'ombre qui amènent la majorité de la population à s'interroger, ce qu'on constate dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, je pense que ça ne va pas s'améliorer. Il y a beaucoup de confusion, de rumeurs et peu de faits établis et démontrés. Alors ça amène aussi une bonne dose d'écœurement à analyser ce que diffuse la presse, mais c'est utile de tenter. En clair, on s'étonne dans le premier cas, celui des assassinats dans l'école à Belgrade par un ado de 13 ans, sur le fait qu'il ait pu assassiner à distance un adulte, le vigile de l'école, puis plus loin, en quelques secondes, tuer avec la même arme ou blesser une dizaine d'élèves. On raconte que c'était un bon élève et que la veille de ces crimes, il était à un anniversaire avec d'autres élèves de l'école et que rien dans son attitude ne laissait présager de la tragédie. On apprend par la suite qu'il préparait son geste depuis plus d'1 mois, établissant même une liste d'élèves à supprimer. Et une des thèses est que le mobile serait la jalousie parce que ses élèves auraient eu de meilleurs résultats scolaires que lui. Alors il semble que ses parents travaillent dans le médical. On raconte que son père est médecin et un proche de l'ancien ministre de la Santé, médecin lui aussi, et qu'on a depuis longtemps surnommé Docteur Mort, parce que selon des rumeurs persistantes, avant d'être ministre, il était dans les années 2000 un de ces corrompus par un clan mafieux qu'on chargeait d'aider à mourir ceux des autres clans mafieux qui étaient la cible de contrats d'exécution et qui se seraient retrouvés grièvement blessés dans un des hôpitaux de Belgrade. On raconte que le père de ce môme possédait l'arme légalement, qu'il avait un permis pour la détenir et qu'il emmenait son fils régulièrement au stand de tir et que son fils lui aurait subtilisé, bien qu'elle ait été conservée dans un coffre-fort. Seulement, des personnes expérimentées à l'usage des armes à feu expliquent qu'il est extrêmement difficile, même pour un adulte, d'avoir la force physique, la force mentale, le calme, la préparation, la gestion du stress et de l'adrénaline pour commettre ces assassinats en si peu de temps et avec autant d'applications sans un entraînement soutenu. Alors imaginez pour un adolescent de 13 ans.
Comment aurait-il pu commencer le tir à 12 ou 11 ans et obtenir une si rapide maîtrise pour commettre ce carnage? Alors des idées farfelues, d'autres diraient complotistes, mais je déteste ce mot vide de sens, émergent disant que l'élève serait un bouc émissaire et que l'auteur devait forcément être un agent de l'étranger venu pour créer un drame pour des raisons politiques. On ne peut en vouloir à ces complotistes, tant le bon sens n'est pas satisfait du fait du peu d'informations réellement établies. Au final, le jeune garçon, après son acte, a de lui-même appelé au téléphone la police et s'est rendu. On a vu des images de quelqu'un être emmené par deux policiers avec un blouson sur la tête, et là aussi on peut se demander de qui il peut s'agir, parce que la taille du présumé suspect est d'environ 1m80. Bon, il est vrai que dans les Balkans, on est en moyenne de grande taille, mais quand même, 1m80 à 13 ans, ce n'est pas très commun. Ce jeune garçon est en ce moment interné dans une clinique psychiatrique pour mineurs et n'est pas pénalement responsable parce qu'il n'avait pas encore 14 ans au moment des faits. Quant à l'équipée meurtrière du lendemain, il s'agit d'un jeune de 20-21 ans, et on raconte que c'est le fils d'un officier de service de renseignement extérieur. Durant l'enquête, on a découvert un véritable arsenal, des munitions et armes de guerre, et peu à peu, dans les jours suivants, des témoignages de voisins de l'un ou l'autre des membres de cette famille racontent des anecdotes dépeignant l'assassin, son père ou grand-père, comme des gens particulièrement brutaux, sadiques et intouchables. Nombre de plaintes avaient été déposées, classées sans suite. Par exemple, le jeune avait abattu au fusil un petit chiot d'un voisin qui avait eu le malheur d'entrer dans son jardin pour se faire caresser par un humain. Pris en chasse par la police alors qu'à 17 ans il conduisait une moto sans permis, il a percuté l'un des policiers et a giflé l'autre. Arrêté, il a été libéré sur le champ après l'intervention de son père. Le père avait fait arrêter une procession de villageois qui revenaient d'une fête religieuse en tracteur pour qu'il lave la boue des routes du tracteur avant de passer devant chez lui. Bon, j'ignore si ces exemples sont authentiques, mais le fait que les personnes qui en témoignent le font à visage découvert sur un plateau TV, et que finalement le père de chacun des meurtriers ont été arrêtés, non seulement pour négligence mais aussi pour possession d'armes de guerre et de beaucoup de munitions, laisse à penser que c'est crédible. Alors quel est le point commun des deux familles? Elles sont toutes deux encartées au parti politique au pouvoir du président de la Serbie, Aleksandar Vučić, et elles ont un certain pouvoir local du fait de ce parti. Ils avaient à l'évidence une réputation sulfureuse, se comportaient comme des potentats locaux qui se comportaient avec impunité au grand jour, rendant les forces de l'ordre impuissantes. Autre fait troublant, quand les photos du jeune élève de 13 ans, prises bien avant son crime, circulent sur Internet, montrant un enfant comme un autre, sa photo lors de son arrestation est diffusée avec le visage systématiquement caché. Au contraire de la photo du suspect de l'équipée meurtrière du lendemain, diffusée par la police, il est montré avec les mains dans le dos, assis à l'arrière d'un véhicule de police, prise depuis le siège avant du passager, comme si on voulait le mettre en scène. Pourquoi cette différence? Peut-être pour des raisons de l'âge des suspects, je l'ignore, mais ça reste sans explication officielle pour des crimes qui se ressemblent beaucoup par le nombre des victimes et l'irrationalité du geste. En tout cas, le premier événement a fortement ému toute la Serbie et les Serbes dans le monde. On se met à voir plus souvent sur Internet et dans la presse une prétendue statistique qui indiquerait que la Serbie, bien qu'il n'y a pas, à la différence des États-Unis, de liberté de détention et port d'armes généralisé, serait le troisième pays au monde, derrière les États-Unis et le Yémen, par le nombre d'armes détenues par habitant. Personnellement, je suis curieux de savoir sur quelle base a été faite cette estimation, puisqu'il n'y a pas de liberté de port d'armes. Le port d'armes, hors police, gendarmerie et armée, et hors armes de chasse, en Serbie concerne moins de 1000 personnes, soit très très peu par rapport aux 7 millions d'habitants. Toute statistique sur le nombre d'armes en possession de la population ne peut donc avoir comme source que plus ou moins le doigt mouillé, puisque très peu de données officielles sont par nature disponibles. Et quelle a été la réaction des politiques? Eh bien, l'incontournable président de la Serbie, Aleksandar Vučić, qui était à ce moment-là à Bruxelles, s'est vu obligé de se mêler de l'affaire, annonçant l'abaissement de l'âge de la responsabilité pénale de 14 à 13 ans, des mesures drastiques sur le contrôle des armes, annonçant une amnistie pour ceux qui viendraient déposer leurs armes illégales dans les commissariats de police, de plus stricts contrôles des armes légales et un gel de l'attribution des permis de détention d'armes, etc. Mesures immédiatement imprimées sur des affiches placardées ici et là dans les administrations, et au bas de ces affiches, comme par hasard, sont indiqués, comme financeurs de cette campagne, le sigle de l'Union européenne, celui des Nations Unies,
et un organisme inconnu du grand public, à l'acronyme SEESAC, le CISAC, qui sur son site internet indique travailler au désarmement, au contrôle des armes et à l'égalité des genres dans l'Europe de l'Est et Sud-Est, et qui a son siège à, roulement de tambour, Belgrade. L'UE, si prompte à prendre des mois à s'organiser sur bien des sujets, trouve le moyen en 24 heures de financer une campagne de collecte d'armes illégales dans un pays qui n'en est même pas membre, et se joint à une branche d'une agence de l'ONU qui associe désarmement du monde civil avec le wokisme de la théorie des genres, branche d'ailleurs financée par l'Union européenne, le département d'État américain, le ministère français, allemand, slovaque, suédois, hollandais des affaires étrangères et le Home Office britannique. Puis une manifestation est organisée pour le vendredi 12 mai, essentiellement à la demande de l'opposition contrôlée, opposée sur le papier au président de la Serbie, pour exiger que ce drame inédit en Serbie de l'assassinat de masse dans une école ne se reproduise jamais plus. Mais le jour dit, il décide de bloquer un des 3 ponts sur la rivière Save dans Belgrade, c'est-à-dire celui de l'autoroute E75 qui relie la Grèce à l'ouest de l'Europe, et exige la démission du président de la Serbie, puis le président et le premier ministre se moquent ouvertement sur les réseaux sociaux de la manifestation, et l'événement devient une abjection politique entre 2 factions, l'une au pouvoir, l'autre dans l'opposition, mais qui sont toutes deux plus ou moins fidèles à un seul et même patron, Washington. Au passage, seul le ministre de l'Éducation nationale a fini par démissionner alors que ce genre de drame aurait dû à minima conduire à la démission du ministre de l'Intérieur, et sûrement d'autres qui ont failli. Toute cette situation est la conséquence pour une bonne part de l'installation par la force du communisme en Serbie. Pour vous donner un exemple particulièrement emblématique, un type condamné à mort à la fin des années 30 pour l'assassinat d'une famille qu'il était venu cambrioler, il attendait dans une prison de la ville de Kragujevac l'exécution de la peine capitale, dans une ville à environ 100 km au sud de Belgrade. Mais arrive l'agression nazie d'avril 1941, puis l'occupation, les Allemands vident les prisons, ce condamné rejoint les partisans communistes, et après la guerre, il est nommé directeur de cette même prison, dans laquelle il purgeait sa peine, attendait l'exécution. Avec des gens comme ça, qui après la guerre ont accédé à tous les postes clés en Yougoslavie communiste, que peut-on espérer de leur descendance ? Après avoir expulsé, voire assassiné tous les légitimes propriétaires des meilleurs immeubles et résidences en Serbie, en particulier dans l'hypercentre de Belgrade, où s'est produite la tuerie dans l'école Vladislav Ribnikar, du nom d'un communiste, qui avait dirigé le quotidien Politika, qui après la guerre sera l'un des rares autorisés à continuer à paraître, en étant bien sûr nationalisé et déversant la propagande du régime communiste, et lui-même sera directeur de l'agence de presse officielle Tanjug, qui est l'équivalent de l'AFP. L'école est située dans un quartier où l'écrasante majorité des biens immobiliers n'ont pas été restitués à leurs légitimes propriétaires auxquels on les avait saisis en 1945 ou à leurs descendants, et dans lesquels aujourd'hui vivent les descendants des apparatchiks du régime communiste qui les avaient saisis. Ou alors ils les ont vendus à d'autres à un prix très élevé, ce pourquoi le prix du mètre carré est parmi les plus chers de la capitale et donc de la Serbie. L'école est par ailleurs bénéficiaire du label France Éducation, délivré par le ministère des Affaires étrangères français, pour l'excellence de l'enseignement bilingue dans au moins une discipline en français. C'est-à-dire que c'est une école pas comme les autres et qu'elle a des relents d'élitisme, donc que la société bourgeoise issue du totalitarisme communiste y est plutôt bien représentée. Bref, tout ça pour dire que sans l'occupation communiste pendant 50 ans, ce genre de drame aurait aujourd'hui eu bien moins de risques de se produire. La scolarité serait basée sur le mérite et les compétences et non sur la corruption et le népotisme. À ce propos, et sans transition, j'espère que vous avez apprécié le documentaire La Terreur rouge yougoslave que j'ai mis en ligne et qui démontre concrètement que c'est de cet épisode de l'installation par la force d'un régime communiste sanguinaire qui durera 45 ans, contribuera fortement aux événements actuels en ex-Yougoslavie. Par exemple, le fait que les communistes avaient, après la guerre, complètement interdit de parler de génocide perpétré par l'État indépendant de Croatie sur les Serbes, les Juifs et les Roms, ce qui fait que de nos jours, en Croatie, on cherche toujours à faire réhabiliter le principal soutien moral de cet État fantoche de la Seconde Guerre mondiale. J'ai nommé l'archevêque de Zagreb, Alois Stepinac. J'ai déjà parlé dans une précédente chronique de l'Académie des sciences de Croatie, qui dans un mémorandum
exige que la Serbie ne puisse intégrer l'Union européenne que si elle se radoucit envers Stepinac, alors qu'il s'était fait caution d'un État fantoche qui avait le génocide des Serbes, Juifs et Roms pour seul programme. Mais voilà qu'une députée européen croate, membre du parti de feu Tudjman, président de la Croatie, dans les années 90, organise au Parlement européen à Bruxelles une exposition à la gloire de Stepinac, s'en disant même honoré de, je cite, contribuer à l'éclairage de la vérité historique à propos de Stepinac. Fin de citation. Demandant que le processus de sanctification de Stepinac soit repris par le Vatican. Outre le fait qu'il s'agit d'une odieuse posture, en particulier pour les victimes de Jasenovac, cet unique camp d'extermination en Europe qui n'avait pas été administré par les Allemands, mais par les Croates de l'État indépendant de Croatie, il convient ici de diffuser, puisqu'il semble être passé inaperçu, les mots du directeur du centre Simon Wiesenthal de Jérusalem, Ephraim Zourov, qui a déclaré, avant la tenue de cette exposition, que, je cite, « Toute tentative de rendre hommage ou glorifier les personnalités qui avaient soutenu le régime génocidaire de l'État indépendant de Croatie est une honte, et il faut s'y opposer. Stepinac, qui avait soutenu l'État indépendant de Croatie, et son meneur, le tueur de masse Ante Pavelić, responsable du génocide des Serbes, des Juifs et des Roms, mérite qu'on parle négativement de lui et non d'être célébré. » Fin de citation. Alors j'ai l'impression de radoter, mais hélas, les événements autour de ces sujets, qui en temps normal devraient faire polémique à l'échelle internationale, sont fréquents et ils continueront de l'être jusqu'à temps que les grandes puissances y trouveront leurs intérêts dans d'autres domaines pour en échange couvrir ce genre d'activisme abject de la Croatie. Et pendant ce temps, les abjections vont continuer. Par exemple, en février dernier, la déclaration du député croate Stipo Mlinarić au Parlement de Croatie à Zagreb, qui a promis que chaque mois, l'ONG qu'il dirige, du nom de Ivan Streter, déposera devant le procureur de la République de 2 à 3 accusations pour crimes de guerre pour les guerres des années 1990. Il avait d'ailleurs déjà déposé 2 mises en accusation et avait brandi l'une d'elles sur une télévision sur lesquelles on pouvait lire le nom de l'un des 2 accusés, pour un prétendu crime qui aurait eu lieu en 1991, et dont l'accusé se trouvait pendant toutes les années 1990 émigré à l'étranger hors des Balkans, d'après l'ONG Veritas, qui l'a contacté ne sachant pas comment réagir. L'ONG a révélé que depuis les années 1990, la Croatie a mis en accusation et fait condamner 3700 personnes jusqu'à aujourd'hui pour crimes de guerre, dont seuls 3% sont des Croates, et que la Croatie cherche ainsi à faire en sorte que la population serbe de Croatie soit réduite à un niveau minimum insignifiant. Pour mémoire, en Croatie jusqu'avant l'éclatement de la Yougoslavie vivaient près de 15% de Serbes. Et ce ne sont pas des décisions anodines, puisque la dernière en date des arrestations par Interpol sur demande des autorités de Croatie a eu lieu le 27 janvier dernier, quand un Serbe du nom de Jugoslav Vidic a été arrêté à Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis, alors qu'il avait été condamné par contumace à 20 ans de prison pour avoir prétendument tranché la main d'un Croate en 1991, main avec laquelle ce dernier aurait serré la main de Franjo Tudjman, président de la Croatie de l'époque, ce que l'intéressé, qui avait 23 ans au moment des faits, a toujours nié. Pendant ce temps, depuis 1991, les victimes serbes de criminels croates peuvent toujours attendre justice. En clair, il y a vraiment une politique de terreur psychologique d'État profond croate, à l'encontre de tout Serbe originaire de ce qui est aujourd'hui la République de Croatie, adulte au moment des années 1990, afin d'empêcher que lui-même ou ses descendants ne décident de revenir sur leurs terres ancestrales et les traquer partout dans le monde. Je vous laisse définir cette politique en termes appropriés. D'ailleurs, pour bien montrer l'hypocrisie des autorités croates, le meilleur exemple est peut-être le suivant. Le 1er mars dernier, la Croatie a officiellement pris la présidence de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui est une organisation intergouvernementale fondée en 1998 et qui a pour objectif d'assurer le soutien gouvernemental envers l'éducation, la commémoration et la recherche sur l'Holocauste dans le monde entier. La Croatie va présider pendant 1 an, et pourtant au mémorial de Jasenovac, qui se trouve aujourd'hui en Croatie, et qui était le seul camp d'extermination en Europe de la Seconde Guerre mondiale à n'avoir pas été administré par les Allemands, mais par leurs alliés croates de l'État indépendant de Croatie, où des dizaines de milliers de Serbes, de Juifs et de Roms ont péri, il y a depuis 7 ans une plaque commémorative pour des soldats croates morts dans les guerres des années 1990, avec toute la symbolique de l'oustachisme. Une plaque bien en évidence est apposée au nom du HOS, H-O-S, qui est l'acronyme signifiant Force de défense croate, qui était une milice paramilitaire d'extrême droite glorifiant les oustachis pendant les guerres des années 1990, puis intégrée à l'armée croate.
Et ce n'est certainement pas un hasard que l'acronyme identique, HOS, signifiant cette fois Forces armées croates, avait été utilisé à partir de 1944 par l'État indépendant de Croatie pour dénommer son armée unifiant les Oustachis et la garde nationale croate, c'est-à-dire les Domobrans, jusqu'en mai 1945. À Jérusalem, Yad Vashem, sous la flamme éternelle au mémorial de l'Holocauste, chambre de la mémoire, sur le sol sont gravés les noms des 15 plus grands camps de concentration en Europe, parmi lesquels Jasenovac. Toute délégation officielle qui se rend à Jérusalem doit d'abord, selon le protocole, rendre hommage à la chambre de la mémoire, donc à la flamme, et au camp gravé autour de cette flamme, avant d'entamer sa visite officielle. La Croatie hérite donc de la présidence de l'Alliance pour la mémoire de l'Holocauste d'un côté, mais une plaque à connotation oustachi se trouve depuis des années près du mémorial du camp de Jasenovac. Quel symbole! Et autre symbole, le 13 mai, le premier ministre de Croatie commémore les Oustachis tués à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'il appelle pudiquement soldats, et ose même parler dans un tweet de culture du souvenir et condamnation de tous les totalitarismes comme fondement de l'avenir de la Croatie démocratique. Voir le tweet en description de cette vidéo. Si ça, ce n'est pas du sadisme, j'ignore ce que c'est. D'ailleurs, à propos de cette exposition au Parlement européen en l'honneur du criminel Stepinac, plusieurs ONG de Serbie et de l'étranger, comme le Centre Simon Wiesenthal de Jérusalem, l'Institut de recherche sur Jasenovac à New York, ont protesté, et aussi celle dirigée par une victime qui, pendant la guerre, était enfant et avait été détenue dans un des camps de concentration de l'État indépendant de Croatie, qui a envoyé une lettre de protestation à la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et à l'ambassadeur de l'Union européenne en Serbie, l'Italien Emanuele Giuffre. Et ce dernier a répondu début avril que ni le Parlement européen, ni ses représentants n'étaient organisateurs de l'événement, et qu'il ne s'agit que d'une initiative individuelle d'un eurodéputé, et que, je cite, les victimes doivent être respectées et les leaders dans la région des Balkans doivent se confronter au passé dans le but de la réconciliation et bon voisinage. Fin de citation. En clair, l'Union européenne s'en lave les mains par un communiqué mièvre, laconique. Si vous aviez besoin d'être sûr que la condamnation du nazisme et de l'extrême droite par l'Union européenne est à géométrie variable, ceci en est un parfait exemple. Alors quand je lis Arno Klarsfeld écrire qu'il ne souhaite pas, et a raison, d'une Ukraine qui célèbre son passé nazi admise dans l'Union européenne, j'en viens à me demander forcément ce qu'il pensait des guerres yougoslaves des années 1990, et ce qu'il pense de cette attitude de la Croatie, qui a été depuis longtemps admise dans l'Union européenne. Je lui ai déjà posé la question sur Twitter, mais probablement qu'il n'a jamais vu mon tweet. Il a quand même 40 000 followers, et probablement qu'il ne voit que peu de tweets. Enfin, si quelqu'un pouvait lui transmettre ma question, ce serait sympa. Et probablement qu'il n'est absolument pas informé de tout ce que je vous ai exposé ici. Sans transition, un peu d'économie, mais pas que. En effet, je me suis déjà penché dans une précédente chronique sur une ministre du gouvernement de Serbie, Dubravka Đedović-Negre, qu'on ne présente plus depuis l'obtention de son ministère dans les médias que sous son nom de jeune fille, le nom de son mari, Christophe Negre, ex-cadre pendant 30 ans de la Banque européenne d'investissement et fraîchement salarié d'un fonds d'investissement spécialisé dans les Balkans, faisant tâche pour une ministre de Serbie. Elle-même qui avait commencé comme productrice à, de mémoire, 23 ans pour CNN, pour couvrir les zones de guerre comme l'Afghanistan. Puis pendant une quinzaine d'années, elle a travaillé à cette même BEI sur les montages de financement de projets d'infrastructure dans les Balkans, et les promoteurs de partenariats publics-privés qui pourtant même en Europe sont décriés par des instances officielles. N'oublions pas de rappeler qu'elle est promoteur en plus d'énergie verte, donc d'éoliennes criminelles. Eh bien la Madame Đedović, ministre de l'énergie et de l'exploitation minière, a, évidemment sur directive, fait transformer le distributeur d'électricité en Serbie, l'équivalent d'EDF en France, qui s'appelle Elektroprivreda Srbija, Srbije, je vais le lire en serbe, ça va être plus simple, Elektroprivreda Srbije, d'entreprise publique en société anonyme par action à 100% propriété de la République de Serbie. Vous allez voir que ce n'est pas anodin au plan global. Avant tout, il faut savoir qu'avec 30 000 salariés, c'est le plus grand employeur des Balkans. C'est l'une des plus grosses entreprises publiques de Serbie et l'une des rares à ne pas avoir été privatisée. L'entreprise publique devient une société par action avec pour activité principale la production d'électricité et une de ses activités secondaires étant la vente d'électricité.
En effet, la loi dispose qu'une société par action a une activité principale et potentiellement des activités secondaires. Ce changement de statut établit une assemblée des actionnaires, composée d'un seul membre, nommé par le gouvernement, donc par des politiques. Cette assemblée à son tour, donc d'une seule personne, nomme 7 membres du conseil de surveillance, dont un représentant des employés. On voit le népotisme arriver à plein nez. Mais cette transformation n'est pas anodine parce qu'elle ouvre la voie à la privatisation du fabricant et distributeur d'électricité de Serbie. On précise officiellement que le but de ces transformations est de permettre à l'entreprise de plus facilement pouvoir s'endetter, sous-entendu sur les marchés de capitaux, d'attirer à elle des professionnels du management grâce à de plus fortes rémunérations qu'elle ne peut offrir aujourd'hui, ainsi que de plus facilement procéder à des partenariats publics-privés dans le but d'en faire un géant sur le marché de l'énergie. Est-ce que vous avez ri? Parce qu'une entreprise qui sur un marché dispose d'un monopole, de l'approvisionnement jusqu'à la distribution au client final, totalement adossée à l'État, a toujours pu s'endetter auprès de ce dernier. D'ailleurs, d'après les statistiques officielles, son volume d'endettement a augmenté de 50% en 2022, pour dépasser les 1,5 milliard d'euros. Quel besoin alors de changer de structure? Eh bien, on voit poindre ici le potentiel risque d'abord de voir l'entreprise s'endetter sur les marchés financiers, puis au bout d'un certain temps, on nous donnera le prétexte que la société est trop endettée du fait de mauvaise gestion et qu'il vaudra mieux confier des activités prétendument non rentables à des investisseurs, et donc on va au préalable découper le monopole en compartiments et les privatiser les uns après les autres. D'abord à 49% du capital, puis ensuite pourquoi pas plus encore. D'autant qu'en 2016, le gouvernement avait accordé à l'entreprise publique une licence pour la distribution d'électricité jusqu'en 2026. Autant dire que demain, il se peut qu'un investisseur étranger vienne pour obtenir une licence et qu'en même temps le gouvernement ne la renouvelle pas à Elektroprivreda Srbije, pour ce même prétexte d'incompétence de sa direction, que le gouvernement a lui-même nommé. Et l'investisseur considérera que le prix public de l'électricité est trop faible et qu'il faut donc l'augmenter. De l'autre côté, Elektroprivreda resterait producteur d'électricité. À ce jour, il s'agit essentiellement de centrales à charbon à 70%, mais aussi de barrages hydroélectriques. Donc, dans l'hypothèse d'un démantèlement de l'entreprise publique, imaginons qu'un investisseur rachète en 2026 la licence pour être distributeur d'électricité, et que donc il ne reste à la maison mère que l'extraction de charbon et la production d'électricité. Et c'est là que ça devient intéressant. Un économiste en Serbie, Borislav Borovic, a rappelé que le magazine The Economist avait estimé que l'abandon du Kosovo-Metochi par la Serbie, notamment dans les accords de Bruxelles de 2013, faisait perdre à la Serbie, tenez-vous bien, 75% de toutes ses réserves en charbon. Ce qui équivaut, à l'époque, à 85 milliards d'euros sur les 220 milliards d'euros de richesse minière que contient le sous-sol du Kosovo-Metochi. En clair, ce qui resterait de Elektroprivreda ne pourra à terme plus extraire de charbon quand elle aura épuisé ses gisements hors du Kosovo-Metochi, et donc ne pourra plus produire d'électricité. Et par conséquent, il resterait cette société privatisée à des investisseurs qui importeraient de l'électricité depuis l'étranger pour le fournir aux habitants de la Serbie. Vous avez ici le mode d'emploi de la façon de tuer une nation jusque dans son existence même. D'un côté, on ampute un peuple de son berceau spirituel et physique, de l'autre, on lui assèche toute possibilité d'être autonome en matière d'énergie et donc de production économique autochtone. Par ailleurs, on enfonce le clou par une autre mesure économique qui est en dépit de tout bon sens et qu'aucun pays digne de ce nom ne doit, je pense, avoir adopté. En effet, le gouvernement de Serbie a adopté des mesures pour pouvoir verser des subventions aux entreprises prêtes à embaucher des étrangers, et ce qu'il s'agisse d'entreprises étrangères en Serbie ou d'entreprises serbes. Alors bien sûr, quand on lit dans le détail, on voit bien que les salaires concernés sont de minimum 300 000 dinars bruts par mois, c'est-à-dire environ 2500 € minimum, alors que le salaire médian en Serbie est d'environ 60 000 dinars par mois, c'est-à-dire 500 €, soit à 5 fois moins. La mesure est censée être applicable pour une embauche en CDI, mais les subventions ne pouvant durer plus de 5 ans, soit jusqu'à fin 2028, et elle consiste en des allègements fiscaux pour le salarié en question, et des suppressions de cotisations patronales pour l'employeur, assorties d'autres conditions dignes d'une usine à gaz, du genre le bénéficiaire des subventions doit, au moment de la demande, avoir un nombre de salariés en CDI au moins égal à ceux en CDD, ne pas avoir versé de dividendes ou avoir des résultats financiers positifs,
au moment de la demande et pour toute la durée du dispositif auquel elle prétend, etc. Mais quand même, vu les usines à gaz, si réellement la loi est appliquée sans être détournée, cela ne va concerner qu'un nombre infime de personnes et de sociétés. Mais c'est un exemple magistral de la façon dont on teste la population. On commence par faire admettre l'inadmissible du genre la Serbie a besoin d'encourager l'arrivée des ingénieurs, de chercheurs hautement qualifiés, etc., au détriment des ingénieurs et chercheurs que son système éducatif forme ou est censé former. Puis avec le temps, les critères diminuent et puis au final, on va élargir la mesure à tous les niveaux de salaire, toutes les professions, si bien que même les caissières de supermarchés seront concernées. Les caissières serbes sont aujourd'hui payées de l'ordre de 250 € par mois pour un travail harassant. Souvent, elles ne sont pas déclarées. Il n'y a aucun avantage ni évolution de carrière possible. Et le plus souvent, ce sont des femmes qui se sacrifient pour pouvoir élever leurs enfants. Demain, avec ce genre de mesures élargies à toutes les catégories et niveaux de salaire, les propriétaires de supermarchés les jetteraient probablement à la rue pour les remplacer par des étrangers qui pour l'instant végètent dans les centres pour réfugiés en Serbie. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette chronique, bien qu'il y ait encore beaucoup de sujets à évoquer, j'espère en parler très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à nous soutenir. Nous sommes d'ailleurs en train de produire un long métrage historique, dont à cet instant vous pouvez voir un peu d'informations sur notre compte Tipeee, mais je mettrai une page sur notre site internet www.pogledi.fr très bientôt. Merci à l'enthousiaste Mile Lukic de Birmingham en Angleterre pour son aide pour produire cette chronique et à très bientôt sur notre chaîne.